cette même école. Monsieur Porte, vous êtes architecte urbaniste en chef de l'État et aujourd'hui vous êtes le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. Madame Guillemot, vous êtes directrice, c'est facile de vous repérer, vous êtes directrice de l'école d'ingénieurs INP et CISAR, ou ESISAR, je ne sais pas comment je dois le prononcer, École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux, et vous êtes membre du groupe Institut Polytechnique de Grenoble. Enfin, Monsieur Lefort, vous êtes le directeur des partenariats recherche et pédagogie à Grenoble École de Management et en charge du programme dont nous parlerons, IRT Nano-ELEC, dont nous verrons une vidéo en fin de première table ronde. Alors, je vais d'abord m'adresser à Monsieur Porte. Vous allez nous parler du BIM et vous allez voir un transparent qui s'affichera pour le présenter. C'est une expression un peu kabbalistique, hein, donc je vous demanderai simplement et rapidement de nous éclairer sur le BIM et de nous présenter 3 idées clés sur cette question. Merci, on va être effectivement très, très concis. Peut-être d'abord un mot de contexte sur cette affaire. Les process du bâtiment restent encore aujourd'hui relativement peu industrialisés. Et malgré, alors on a eu dans les années 30 des utopies, on a parlé de machines à habiter, on a eu toute une expérience extrêmement importante de la préfabrication. Aujourd'hui, on est plutôt sur des composants industriels ou industrialisés que l'on va assembler. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la sinistralité est très importante justement dans l'assemblage de l'ensemble de ces composants. Alors, dans ce contexte, le BIM, donc c'est l'acronyme de Building and Information Modeling, c'est la maquette numérique, c'est en fait l'industrialisation de la conception. Donc c'est effectivement une démarche tout à fait nouvelle et novatrice. Alors, dans cette affaire, première idée forte et enjeu majeur, c'est que tous les acteurs de l'acte de construire, c'est-à-dire du client, maître d'ouvrage, public, privé, de l'ensemble des concepteurs, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, l'ensemble des utilisateurs, des clients, l'ensemble des gestionnaires, comprennent et partagent qu'il ne s'agit pas d'un logiciel 3D supplémentaire, mais véritablement d'une plateforme collaborative permanente. Donc en fait, il s'agit de co-élaborer, de co-gérer sur l'ensemble de la vie d'un bâtiment ou d'une réalisation. Donc là, on voit tout de suite que de la séparation naturelle des acteurs de l'acte de construire, il s'agit réellement de savoir travailler ensemble, d'apprendre à travailler ensemble. Donc face déjà à cette première nécessité, aujourd'hui, c'est en réponse à la nécessité de vulgarisation de cette démarche. Dans cette vulgarisation, elles se font au sein des fédérations professionnelles, avec l'ensemble des acteurs, par exemple via des associations comme Mediaconstruct, mais c'est aussi dans nos écoles, par l'émulation, via des concours, pour effectivement que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Le deuxième enjeu, je crois, c'est qu'on puisse dominer cet outil, mais cet outil, le dominer tous ensemble, pour effectivement bien comprendre quelle est cette démarche. Les réponses que l'on essaye les uns et les autres d'apporter, c'est d'avoir dans nos écoles des formations communes. C'est-à-dire que dès l'amont, l'ensemble des écoles, d'ingénieurs, d'architectes et autres, puissent apprendre ensemble cet outil. Quand je dis tous, c'est aussi toutes les formations, par exemple BRAC Pro, bâtiment et autres, pour qu'on porte très en amont cette démarche collaborative. Ça veut dire aussi agir dès à présent sur des formations continues, des formations permanentes, là aussi avec les fédérations, avec les entreprises, avec les lycées, avec les enseignants. Il faut former les formateurs sur cette démarche. Et en particulier, mon école à Saint-Étienne est très attentive à porter de la formation continue et permanente en invitant, en associant l'ensemble de ces acteurs pour que tout le monde se sente concerné. Enfin, troisième enjeu, me semble-t-il, c'est réellement anticiper les restructurations que ça va générer. Il faut anticiper aussi la recomposition des acteurs de l'acte de construire. Et là, on voit effectivement émerger un nouveau métier qui est encore mal défini, que l'on appelle le BIM manager, qui est un petit peu
le futur chef d'orchestre de cette affaire, qui met un peu en musique la co-construction du projet, mais c'est aussi une réorganisation de l'ensemble des acteurs à titre individuel. Les grands groupes pour uniformiser leur fonctionnement interne, les artisans, les entrepreneurs en mettant en place un certain nombre de plateformes de services collectives, donc là aussi des nouveaux métiers de service, et puis, et peut-être même surtout, ne plus être totalement propriétaire de sa propre production, qu'elle soit technique ou architecturale, mais vraiment participer à une œuvre commune. Donc il s'agit autant d'un outil numérique, autant de réorganisation, mais aussi autant de travail sur soi-même, de participer à une œuvre collective. Donc à la fois des enjeux, des nouveaux métiers, des nouvelles manières de faire son métier. Pour conclure, je crois qu'il s'agit, dans l'industrialisation de la conception, de la baisse du coût global de la construction, et donc une vraie chance pour la qualité de la production, pour la qualité de l'architecture. On sait tous aujourd'hui, et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, que l'architecture, la qualité architecturale, la qualité urbanistique est aujourd'hui un enjeu social et sociétal. Nous avons à chaque fois, on est témoin à chaque fois de la nécessité de la qualité. Cette qualité, forcément, nécessite un investissement, un coût. Et si il y a une réduction forte de la sinistralité, une réduction forte de cette séparation, de cet artisanat de la conception, il y a là une capacité de pouvoir investir sur la qualité, de pouvoir investir sur la matière grise. Merci infiniment. Vous avez bien relevé le défi d'être très synthétique. Je vais